Fait intéressant. Le personnage principal était sous les yeux de tous dès les premiers jours de l'enquête, mais sa participation n'a pas pu être confirmée immédiatement. Le chemin de la vie est une route difficile et les moments les plus complexes sont probablement liés à la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres. Le récit commence dans la petite localité de Shenandoah, dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. La population de cet endroit atteint à peine 5000 personnes. Il est donc tout à fait justifié de noter que la plupart des habitants de la localité sont bien informés les uns sur les autres, et les incidents graves s'y produisent extrêmement rarement. Cela n'est pas tendu à la taille modeste de Shenandoah. La raison en est plutôt que, selon les données statistiques, l'Iowa dans son ensemble est considéré comme l'un des États les plus calmes d'Amérique. Compte tenu de tout cela, on peut affirmer que le 6 septembre 1988, les gardiens de l'ordre locaux ont reçu un appel téléphonique très inhabituel pour cette région. L'appel est arrivé à 15h40. L'appelant était un prêtre de la communauté religieuse locale, un homme nommé Robert Borton. Dans la conversation téléphonique, Robert a indiqué qu'à son retour à la maison, il avait trouvé son épouse immobile dans un liquide écarlate sur le sol. Les représentants de la loi arrivés ont immédiatement commencé l'inspection du logement. Il s'est avéré qu'effectivement, Cynthia Borton, âgée de 39 ans, gisait sur le sol de la cuisine. Même d'un regard superficiel, il était clair qu'elle présentait de nombreuses blessures. De plus, à proximité se trouvaient quand même des ustensiles de cuisine portant des traces de l'incident, 2 pièces de couvert et une grande fourchette de service. Outre les blessures évidentes, on pouvait voir sur les mains de la femme ce qu'on appelle des blessures défensives. Ces blessures se produisent lorsqu'une personne tente de se protéger. Une attention particulière méritait le fait que l'appareil téléphonique était endommagé, le combiné était séparé du câble. Les gardiens de la loi ont remarqué que les marques sur la femme étaient fraîches. Cela indiquait que l'incident s'était produit relativement peu de temps auparavant. Des taches ont été remarquées dans la cuisine et dans la salle de bain. Le caractère de certaines preuves suggérait que l'intrus s'était probablement arrangé directement dans la maison de Cynthia après l'incident. C'était la fin des années 80. Les technologies pour examiner le matériel génétique n'étaient pas encore développées à cette époque. On ne pouvait déterminer que le groupe du biomatériau, ce qui offrait également certaines possibilités. Si sur les lieux du crime il y avait non seulement des traces de la victime, mais aussi de celui qui l'avait fait, alors les spécialistes pouvaient déterminer son groupe et ainsi exclure de nombreux suspects potentiels. Mais l'outil principal à cette époque était sans aucun doute les empreintes digitales. Ce sont précisément celles-ci que les experts ont collectées avec un soin et une précaution particuliers sur les lieux du crime. Parmi les autres détails importants, il convient de mentionner l'absence de traces d'effraction. Cela pourrait signifier que soit l'intrus avait accès à la maison, soit Cynthia l'avait elle-même invité à entrer, ce qui signifie qu'elle le connaissait et ne le percevait pas comme une source de danger. Derrière les portes de la maison, les forces de l'ordre travaillaient, tandis que Robert se trouvait à l'extérieur. À ce moment-là, John, âgé de 17 ans, le fils de Robert et Cynthia, revenait de l'école. Lorsqu'il vit les voitures de police et l'ambulance devant la maison, l'adolescent comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Il remarqua son père à l'entrée. C'est précisément à ce moment-là que le jeune homme entendit la triste nouvelle que sa mère, Cynthia Borton, n'était plus en vie. Cynthia, âgée de 39 ans, était née et avait grandi près de Des Moines, la plus grande ville de l'État de l'Iowa. Cynthia passa son enfance avec son frère David dans la ferme de ses parents attentionnés. Après avoir terminé ses études, elle trouva un emploi dans un restaurant local. C'est exactement là que Cynthia rencontra pour la première fois
Robert Borton, qui était entré pour manger quelque chose. Le jour de leur première rencontre, ils échangèrent seuls leurs coordonnées, ce qui conduisit plus tard à une série de rendez-vous. En l'an 1969, le couple unit officiellement son destin. Après la cérémonie, les jeunes mariés s'installèrent dans la paisible petite ville de Shenandoah. Robert était une personne profondément croyante, ce qui l'amena avec le temps à servir comme pasteur dans l'église locale. Mais avant cela, un événement joyeux se produisit dans la vie du couple. La naissance d'un fils, qu'ils nommèrent John. Jusqu'à l'année 1989, la famille Borton s'était installée à Shenandoah et y avait passé environ 2 décennies. Tant Cynthia que Robert étaient personnellement connus de beaucoup. Presque tous décrivaient Cynthia comme une femme chaleureuse, joyeuse et attentionnée. Des paroles particulièrement chaleureuses à son sujet venant des amis de son fils. Beaucoup d'entre eux considéraient Cynthia comme leur seconde mère. Cela peut sembler un cliché, mais elle n'avait vraiment pas d'ennemis. À qui cette femme pourrait-elle faire obstacle? Cela restait un mystère. Dans cette situation, les enquêteurs se tournèrent vers des données statistiques qui indiquaient que dans la plupart des cas similaires, quelqu'un de l'entourage proche est impliqué. Le premier avec qui les enquêteurs ont décidé de parler était le mari de Cynthia, le clerc local Robert Borton. Lors d'une conversation avec lui directement sur les lieux du crime, les officiers ont appris les détails suivants. Ce matin-là, Robert s'est rendu à son travail dans le magasin de pièces automobiles. Oui, il servait comme pasteur, mais la rémunération pour les activités ecclésiastiques ne couvrait pas les dépenses familiales. Par conséquent, Robert devait travailler en plus comme conseiller de vente dans le magasin d'automobile. Vers midi, Robert est rentré chez lui pour prendre une collation. Pour le déjeuner, Cynthia avait préparé des spaghettis. Les époux ont mangé ensemble, après quoi l'homme était retourné au travail vers 13h. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout allait bien avec Cynthia. Elle a été découverte à 15h40. Quant à Cynthia, elle travaillait dans une boulangerie voisine. Ce jour-là, son quart commençait à 14h. Lorsque la femme n'est pas apparue ponctuellement, son superviseur l'a d'abord appelée, mais n'a reçu aucune réponse. Puis, il a contacté Robert. Cependant, Robert avait une explication logique pour l'absence de sa femme. Il soupçonnait que Cynthia s'était couchée après le repas et s'était simplement endormie. 1 heure s'est écoulée et Cynthia n'apparaissait toujours pas sur le lieu de travail. Alors son patron a appelé Robert à nouveau. Et maintenant, le mari a décidé de rentrer chez lui et de clarifier la situation. C'est exactement là qu'il a découvert sa femme sur le sol de la cuisine. Puis Robert a appelé la police. En attendant l'arrivée des officiers, il a sorti le chien de la maison pour qu'il ne dérange pas les ambulanciers et les enquêteurs et est resté lui-même dehors à attendre. Et pour conclure son récit, l'homme a prononcé une phrase qui a extrêmement déconcerté les enquêteurs. Robert a présenté une version inattendue. Sa femme aurait prétendument trébuché accidentellement et serait tombée sur un ustensile de cuisine. Selon ses dires, il s'agissait d'un accident et non d'un acte délibéré. Cependant, cette version semblait absurdement incroyable pour quiconque avait vu l'état de Cynthia. La situation sur la scène du crime indiquait des circonstances qui ne cadraient en aucun cas avec le scénario d'une chute accidentelle. À ce moment-là, Robert Borton est devenu la figure principale pour les autorités policières. Il a été immédiatement emmené au poste pour un entretien plus détaillé. Les enquêteurs ont remarqué un autre point étrange. L'homme venait de découvrir sa femme, avec qui il était marié depuis plus de 2 décennies, dans un état effrayant il y a seulement 1 demi-heure. Cependant, pendant la conversation avec les enquêteurs, il a fait preuve d'un sang-froid et d'une sérénité étonnants.
Il a décrit le moment où il a découvert Cynthia avec une telle tranquillité, comme s'il rapportait des affaires quotidiennes. Ce comportement a sans doute suscité des questions supplémentaires chez les enquêteurs. Malgré de nombreux détails troublants, il n'y avait pas encore de preuves graves contre Robert, ce qui a obligé les enquêteurs à le libérer temporairement. L'étape suivante consistait à vérifier l'alibi de Robert, son affirmation d'avoir été au travail. C'est ici que l'enquête a pris un tournant potentiellement décisif. L'employeur a effectivement confirmé que Robert était présent sur son lieu de travail presque toute la journée. Comme Robert lui-même l'a affirmé, il n'était absent que pendant la pause déjeuner, environ entre 12 et 13 heures. Cependant, un détail essentiel est apparu. Après le déjeuner, que Robert a pris à la maison avec Cynthia, il était retourné au travail dans des vêtements complètement différents de ceux qu'il portait le matin. Robert a apporté les vêtements du matin à la laverie. Les enquêteurs ont naturellement montré un intérêt particulier pour ces vêtements. Car si Robert avait vraiment été impliqué dans l'incident avec Cynthia, compte tenu de l'état de la scène du crime, des traces de l'événement auraient certainement dû rester sur ses vêtements. Malheureusement pour l'enquête, les vêtements de Robert avaient déjà été soigneusement lavés au moment de leur arrivée. Cela a rendu l'examen de la garde-robe du mari de Cynthia pratiquement inutile. De nombreux interrogatoires d'amis, de collègues et de simples connaissances du couple ont suivi. La tâche principale de l'enquête était de comprendre les relations au sein de la famille. En conséquence, les enquêteurs ont dressé le tableau suivant. Les Borton étaient une famille religieuse typique. Occasionnellement, il y avait des désaccords entre les époux. Mais dans l'ensemble, leur mariage pouvait être qualifié de plutôt heureux. Ensuite, les enquêteurs prévoyèrent de parler avec le fils du couple, John Borton, âgé de 17 ans. Mais un obstacle imprévu est survenu. Les représentants de la loi n'ont pas pu rencontrer immédiatement le jeune homme. Lorsqu'il a appris l'incident concernant sa mère, John se trouvait dans un profond choc émotionnel. Dans ce moment difficile, il a reçu un soutien inestimable de son meilleur ami et camarade de classe, Jim Bettis. La famille de Jim a temporairement accueilli John pendant que son père, Robert, témoignait au poste de police. John n'est rentré chez lui que le soir. L'adolescent était encore très abattu et refusait de parler aux enquêteurs. La conversation avec lui a dû être reportée au lendemain. L'intérêt pour l'interrogatoire de John a été encore renforcé par le témoignage d'un voisin qui a vu un adolescent quitter précipitamment la maison des Borton après 13 heures. Selon la description, le jeune homme ressemblait beaucoup au fils de Cynthia. Aussi choquant que cela puisse paraître, outre le père, John figurait également sur la liste de ceux qui étaient vérifiés en lien avec l'incident. Il était possible qu'il soit revenu de l'école plus tôt que d'habitude et qu'il soit lié au triste sort de sa mère. Ce n'est que le lendemain que les enquêteurs ont réussi à parler avec John. Initialement, le jeune homme a été interrogé sur son père Robert et sa relation avec Cynthia. L'adolescent a confirmé que ses parents se disputèrent parfois, mais n'a rien mentionné de grave. Ensuite, l'attention des enquêteurs est passée du père de John à l'adolescent lui-même. Et c'est là que John a partagé une information intéressante. Il s'est avéré que John avait eu une sérieuse dispute avec elle le matin du jour où le malheur est arrivé à Cynthia. La raison était le manque de volonté du jeune homme à assister aux cours, mais sa mère insistait pour qu'il aille à l'école. Comme l'adolescent l'a lui-même admis, les derniers mots qu'il a dits à sa mère avant de partir étaient assez grossiers. Néanmoins, le jeune homme a affirmé que malgré son manque de volonté d'étudier, il est tout de même allé en cours et a passé toute la journée à l'école. Si c'était vrai, ce fait excluait John du cercle des suspects. Mais était-ce vraiment le cas ? Le problème était que John avait une pause entre les cours de 12 à 14 heures.
Et cela coïncidait exactement avec la période durant laquelle, selon la version de l'enquête, l'incident avec Cynthia s'est produit. Selon l'adolescent, il a également passé cette pause à l'école. Bien sûr, les simples affirmations de John n'étaient qu'en est pas suffisantes pour les représentants de la loi. Pour vérifier ses paroles, ils ont parlé avec les amis proches de John et camarades de classe, Jackson Smith et Jim Bettis mentionnés précédemment. Les jeunes hommes n'ont pas pu confirmer que John était avec eux pendant la pause scolaire. Cependant, chacun d'eux a fermement déclaré que John n'aurait pas été capable de faire du mal à sa mère. Comme on le savait, c'est précisément Jim Bettis qui a soutenu John en premier après les tristes événements avec sa mère. Par conséquent, il comprenait mieux que quiconque à quel point John était profondément choqué quand il a appris l'incident avec Cynthia. Finalement, les gardiens de la loi ont parlé avec les enseignants de l'école que John Borton fréquentait. Certains d'entre eux ont confirmé que John avait effectivement assisté au cours le jour de l'incident avec sa mère. Ainsi, le garçon avait bien une confirmation de son lieu de séjour. C'est pourquoi il a été exclu du cercle des personnes potentiellement impliquées. 3 jours après l'incident, les enquêteurs ont reçu les résultats de l'examen médical de Cynthia. Il s'est avéré que des spaghettis non digérés ont été trouvés dans l'estomac de la femme. Nous avions déjà mentionné que Cynthia et son mari Robert avaient à manger précisément des spaghettis pour le déjeuner. Le repas a eu lieu entre midi et 13 heures. Cela signifie que l'incident avec la femme s'est produit peu après 1 heure de l'après-midi. Compte tenu de ces circonstances, le mari de Cynthia, Robert, restait la personne principale dans l'enquête. Il y avait plusieurs indices contre lui. Il avait vu la femme en dernier et l'avait découverte en premier dans la situation critique. Robert Borton a été à nouveau invité à une conversation au commissariat. Cette fois, les gardiens de la loi étaient très persistants. L'un d'eux a directement pointé Robert sur sa possible implication dans l'incident. À cela, l'homme a répondu impassible, sans aucune réaction émotionnelle, qu'il n'avait rien à voir avec l'incident de sa femme. Ensuite, il a été proposé à Robert de passer un test de détecteur de mensonges. Il a accepté. On lui a posé des questions typiques pour de telles situations. Avez-vous quelque chose à voir avec la situation de votre femme? Êtes-vous la raison de ce qui est arrivé à votre femme? Avez-vous utilisé la violence contre votre femme? L'homme a répondu complètement impassible « non » à toutes les questions. Cependant, les résultats du détecteur ont montré le contraire. Ils indiquaient que Robert mentait. Il n'a pas passé le test. Cela a renforcé encore davantage la conviction des enquêteurs concernant l'implication de l'homme. Mais il était nécessaire de recueillir une base de preuves, obtenir une confession de lui. Avec les résultats négatifs du détecteur de mensonges pour Robert en main, les enquêteurs ont essayé très intensément d'obtenir une confession. Pendant l'interrogatoire, Robert n'a pas avoué l'acte, et les représentants de la loi n'avaient toujours pas de preuves sérieuses contre lui. Par conséquent, ils ont dû libérer Robert, malgré la conviction des enquêteurs que c'était précisément lui qui était impliqué dans la situation avec sa femme. Compte tenu de toutes les circonstances mentionnées, tant tous les habitants de la ville que les gardiens de la loi étaient beaux convaincus que c'était exactement Robert Borton qui était impliqué dans la situation avec sa femme. Des changements significatifs se sont produits dans la ville. Peu à peu, l'entourage s'éloigna de l'homme. Même ceux qui étaient autrefois considérés comme ses amis proches évitaient maintenant le contact. Finalement, Robert et son fils durent quitter leur ville natale. Ils déménagèrent dans un endroit où personne n'avait entendu parler des soupçons portés contre lui. Les autorités judiciaires étaient impuissantes dans cette situation. Il manquait simplement la base de preuves pour une arrestation officielle. Mais bientôt, cette histoire prit un tournant inattendu. Le 30 novembre 1988, environ 2 mois après l'incident avec Cynthia Borton,
un nouvel incident ébranla la petite ville de Shenandoah. Le bâtiment de la mairie locale fut incendié. Fait notable, c'était déjà le 3e cas similaire ces derniers temps. Auparavant, des inconnus avaient incendié une école, puis ce fut au tour du pick-up du directeur de l'école. L'identité de l'incendiaire restait un mystère pour tous. Cependant, pendant la lutte contre l'incendie à la mairie, on découvrit un étrange message. Quelqu'un, qui se faisait appeler « rôdeur nocturne », assumait la responsabilité des 3 incendies. De plus, l'auteur de la note affirmait son implication dans l'affaire Cynthia Borton. La note contenait un avertissement inquiétant. Les actes commis n'étaient que le début, et les autorités judiciaires devraient maintenant se préparer à des incidents plus graves. Des empreintes digitales furent trouvées sur le papier. Cependant, après vérification, il s'avéra qu'elles ne correspondaient à aucun échantillon de la base de données policière. L'identité du mystérieux incendiaire et auteur du message restait inconnue. Mais bientôt, l'enquête eut une chance inattendue. Le témoin clé contacta lui-même la police. Le 31 janvier 1989, 5 mois après la tragédie de la famille Borton, un jeune homme nommé Jackson Smith se présenta au commissariat. Le jeune homme raconta qu'il avait rencontré un ami proche la veille. Celui-ci avoua que quelque chose le troublait beaucoup et il voulait communiquer quelque chose d'important à Jackson. Lors de la conversation, l'ami confia à Jackson que c'était lui qui avait exercé des violences contre Cynthia Borton. Le camarade du jeune homme décrivit de nombreux détails que seul un participant direct aux événements pouvait connaître. Il dessina même une sorte de plan de la maison de la famille Borton et y marqua l'endroit où se trouvait Cynthia au moment de l'incident. Jackson apporta également ce croquis aux forces de l'ordre. Le dessin s'avéra assez détaillé, et bien que Jackson eût promis à son ami de garder tout secret, ce soir-là, il pensa qu'à la place de Cynthia Borton aurait pu se trouver sa propre mère. C'est précisément cette pensée qui incita Jackson à rapporter à la police ce qu'il avait entendu. Et maintenant, le moment décisif. Celui qui avait avoué sa participation à l'incident avec Cynthia Borton était Jim Bettis, âgé de 17 ans. Ce nom de famille a déjà été mentionné dans notre récit. Jim Bettis était considéré comme le meilleur ami de John Borton, le fils de Cynthia Borton concerné. Naturellement, face aux informations reçues, les forces de l'ordre manifestèrent un grand intérêt pour la personne de Jim Bettis. Il fut emmené au poste de police de Shenandoah. On prit les empreintes digitales du jeune homme et il confirma relativement rapidement que c'était lui qui avait commis les incendies criminels mentionnés précédemment. Cependant, le jeune homme nia catégoriquement sa participation à l'incident avec Cynthia Borton, qui eut lieu le 6 septembre 1988. On proposa à l'adolescent de passer un test au détecteur de mensonges, qu'il ne put réussir. Finalement, le jeune homme ne résista pas à la pression des enquêteurs et avoua. Les policiers ne l'avaient même pas considéré comme un suspect potentiel. S'il ne l'avait pas lui-même confié à son ami, l'affaire de Cynthia Borton serait très probablement restée une énigme. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à un tel acte ? Pourquoi décida-t-il de nuire à la mère de son meilleur ami ? Selon l'adolescent, les événements se sont déroulés comme suit. Le 6 septembre, Jim Bettis se promenait dans la ville en pensant à quel point il détestait son père. Le parent de Bettis humiliait régulièrement la dignité du jeune homme. Ce jour-là ne fit pas exception. Après un nouveau conflit avec son père, le jeune homme se trouvait dans un état de forte excitation émotionnelle. Il cherchait un moyen d'évacuer l'agression accumulée. À ce moment-là, l'idée de mesures extrêmes lui vint à l'esprit. Il pensa d'abord à diriger sa colère contre son père, mais réalisa ensuite qu'il pourrait difficilement le maîtriser. Il décida alors de trouver quelqu'un de plus accessible,
Cynthia Borton s'avéra être un objet approprié pour l'explosion émotionnelle de Jim. Selon le récit de l'adolescent, il frappa à la porte des Borton. Cynthia était seule à la maison. Jim, un ami proche de son fils, a frappé à la porte et a demandé un verre d'eau. La femme connaissait bien le jeune homme et l'a invité à entrer sans hésitation. Ils sont allés ensemble dans la cuisine. Lorsque Cynthia s'est tournée vers le robinet pour remplir le verre, l'impardonnable s'est produit. Jim Bettis a soudainement exercé une violence par derrière. Il a utilisé son objet de poche, puis a eu recours aux ustensiles de cuisine à proximité, y compris des fourchettes, qui ont été retrouvées plus tard sur la scène du crime. Après avoir accompli son acte terrible, le jeune homme a quitté la maison en emportant uniquement son objet. Comme il l'a avoué plus tard, il a essayé de se débarrasser de l'outil en le jetant d'un pont dans la rivière locale. Cependant, la chance a accompagné les forces de l'ordre. L'objet a été retrouvé sur la rive de la rivière. L'enquête a révélé des traces de Cynthia Borton et les empreintes digitales de Jim Bettis, âgé de 17 ans, sur celui-ci. Le 2 février 1989, il a été accusé de 3 incendies criminels et d'un crime particulièrement grave. Le procès a eu lieu le 13 novembre 1989. Jim Bettis a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation et a reçu une peine d'emprisonnement à perpétuité. Quand les enquêteurs m'ont dit qu'ils avaient arrêté Jim et qu'il avait tout avoué, je ne pouvais pas y croire au début, raconte le fils de Cynthia. Il était mon meilleur ami, la personne en qui j'avais le plus confiance. Je me tourmente avec le sentiment de responsabilité, car grâce à notre amitié, il a pu entrer dans notre maison, où il était toujours le bienvenu. Maintenant, ma mère n'est plus là, et rien ne peut la ramener. C'était une période de véritable paranoïa, raconte Monika Schneider, mère de 3 enfants de Waldstadt. Nous vivions dans une peur constante. Personne ne savait de qui se méfier, car il s'agissait d'un enfant. Comment expliquer à ses propres enfants qu'ils doivent se méfier de leurs camarades du même âge ? Début juin, la police a découvert dans le sous-sol d'une maison abandonnée à la périphérie de la ville une pièce étrange. Dans cette petite pièce sans fenêtre se trouvaient des jouets d'enfants, des cordes, plusieurs couteaux et des taches qui, après analyse, se sont révélées être du sang de différents animaux. Sur l'un des murs, on a trouvé un plan soigneusement dessiné du quartier, sur lequel les maisons où les incidents avaient eu lieu étaient marquées de croix. La police a intensifié son enquête, mais n'a trouvé ni empreinte digitale, ni autre trace qui aurait pu identifier l'auteur. Le 20 juin, le cas le plus grave s'est produit. Sophia Wagner, 5 ans, qui habitait au numéro 17 de la rue des Tilleuls, a été retrouvée inconsciente dans son propre jardin. Elle a passé 28 heures dans le coma. Après son réveil, elle était dans un état de grande peur et refusait de parler. Ce n'est qu'après une semaine de travail avec un psychologue pour enfants que Sophia a pu raconter qu'un garçon intelligent de l'école lui avait proposé de jouer à une expérience. Il lui avait donné à boire une potion magique qui l'avait rendue somnolente. La dernière chose dont elle se souvenait était comment le garçon sortait d'étranges outils de son sac à dos et disait qu'il voulait voir comment elle dormait. Les enquêtes de la police ont abouti à une impasse. Les parents étaient en panique. Lors d'une réunion d'urgence du conseil de district, il a été décidé d'imposer un couvre-feu pour les enfants de moins de 14 ans et d'installer des caméras de surveillance supplémentaires. Cependant, personne ne pouvait soupçonner que la solution à tous ces incidents se trouvait dans la maison numéro 15 de la même rue des Tilleuls, à seulement 2 maisons de la dernière victime. Dans cette maison vivait la famille Schwartz, exemplaire à tous égards. Le père, Markus Schwartz, travaillait comme ingénieur dans une entreprise automobile. La mère, Helga Schwartz, enseignait la littérature au lycée. Leur fils, Lukas, 9 ans, était un excellent élève, jouait du violon et était considéré comme l'un des élèves les plus prometteurs de sa classe. La fille cadette, Anna, 4 ans, fréquentait la maternelle.
La famille participait régulièrement à la vie communautaire, organisait des barbecues d'été pour les voisins et allait à l'église le dimanche. Lucas a toujours semblé un peu étrange, mais dans le bon sens, se souvient Gerta Müller, une voisine de la famille Schwartz. Très intelligent, poli, saluait toujours les adultes, développé au-dessus de la moyenne pour son âge, parfois trop sérieux pour son âge. Je me souviens comment une fois il m'a aidé à porter mes courses et m'a expliqué en détail pourquoi certains types de sacs en plastique mettent plus de temps à se décomposer. De telles connaissances à 9 ans. Le 27 juin 2019, après le cours d'éducation physique à l'école secondaire de Waldstad, un incident s'est produit qui a mis fin à la série d'événements mystérieux dans le quartier. Lucas Schwartz a oublié son téléphone dans le vestiaire. L'appareil est resté déverrouillé. Timo Berger et Félix Koch, camarades de classe de Lucas, ont trouvé un téléphone dans le vestiaire après le cours d'éducation physique. Sur l'écran, il y avait une galerie d'images ouvertes. Au début, nous voulions juste savoir à qui appartenait le téléphone pour le rendre, a raconté Timo plus tard dans le rapport de police. J'ai vu les photos et j'ai pensé qu'il s'agissait d'effets spéciaux ou d'images mises en scène pour un projet scolaire. Félix a tout de suite réalisé que quelque chose n'allait pas. Sur l'écran du téléphone se trouvait une photo récemment prise d'un chat mort, disposé en ordre anatomique, avec des organes internes soigneusement séparés. À côté se trouvaient des instruments chirurgicaux, pincettes, scalpels, ciseaux. Lorsque les garçons ont continué à feuilleter la galerie, ils ont vu une vingtaine d'images similaires avec différents animaux. Chaque série était accompagnée de notes soigneusement écrites, enregistrant la date, l'heure, les instruments utilisés et les observations. J'ai eu peur et j'ai voulu éteindre le téléphone, se souvient Félix. Mais ensuite, nous avons vu la vidéo. Lucas filmait comment il donnait quelque chose à boire à la fille des voisins. Elle devenait somnolente et il commentait chaque phase, comme s'il menait une expérience scientifique. Sa voix sonnait, normale, comme en cours de biologie, quand il répondait au tableau. Les garçons choqués ont montré la découverte à leur professeur de sport, Michael Wagner. Celui-ci a immédiatement pris le téléphone et l'a apporté au directeur de l'école. Après avoir examiné le contenu, la police a été appelée. À 14h22 le même jour, Lucas Schwartz a été arrêté directement à l'école et emmené au poste de police pour être interrogé en présence de ses parents et d'un psychologue. La réaction de Lucas à l'arrestation était inhabituelle, note l'enquêteur Klaus Hoffmann dans son rapport. Il n'a montré aucune émotion, ni peur, ni colère, ni remords. Il semblait observer le processus d'arrestation avec intérêt, comme s'il regardait un documentaire. Lors de la perquisition de la chambre de Lucas, la police a découvert la première preuve substantielle de sa participation aux incidents du quartier. Sous une planche près du bureau, il y avait une cachette avec une boîte métallique. À l'intérieur se trouvaient plusieurs colliers d'animaux domestiques, des jouets d'enfants, des objets personnels des enfants affectés, de petits flacons contenant des liquides inconnus et une clé USB. Le contenu de la clé USB a choqué même les enquêteurs expérimentés. Elle contenait des archives soigneusement organisées dans lesquelles chaque expérience avait un dossier séparé. À l'intérieur se trouvaient par des photos, des vidéos et des documents textes avec des rapports détaillés. Lucas documentait tout. Planification, sélection de l'objet, mise en œuvre, observation et conclusion. Ce qui était particulièrement troublant, c'est que dans ses notes, il n'utilisait jamais les noms des enfants, seulement des numéros des objets et leurs caractéristiques de base. Âge, sexe, poids approximatif. Ce n'était pas simplement de la cruauté pour la cruauté, commente le docteur Eva Kramer, psychiatre légiste qui a travaillé plus tard avec Lucas. Dans ses actions, on pouvait voir une méthodologie claire. Il a rendu ses expériences systématiquement plus complexes, passant des animaux aux humains, des simples observations aux manipulations actives. Chaque étape était soigneusement documentée. Une telle systématisation est extrêmement inhabituelle pour un enfant de son âge.
Les parents de Lucas étaient dans un état de choc profond. « Nous ne comprenons pas comment cela a pu se produire », a déclaré Marcus Schwartz lors du premier interrogatoire. Lucas a toujours été un garçon calme, obéissant. Oui, parfois réservé. Mais n'est-ce pas normal pour un enfant intelligent ? Il n'a jamais montré d'agression. Avait des amis à l'école. S'entendait bien avec sa sœur. Cependant, l'enquête ultérieure a mis en lumière des détails troublants. Les enseignants se sont souvenus de plusieurs épisodes qui, à l'époque, n'avaient pas reçu l'attention appropriée. À 7 ans, Lucas avait écrit une rédaction sur « ce qui arrive aux gens quand ils s'endorment et ne peuvent pas contrôler leur corps ». À 8 ans, il avait posé des questions détaillées à l'infirmière de l'école sur les effets de différents médicaments. Peu avant son arrestation, il avait terminé un projet de recherche sur les plantes toxiques de notre région avec une note « très bien ». Le 1er juillet 2019, lors de la perquisition continue dans la maison de la famille Schwartz, la police a fait une autre découverte choquante. Dans la cave, derrière une étagère avec des conserves, on a trouvé une petite porte camouflée. Elle menait à une pièce d'environ 6 mètres carrés avec isolation phonique. À l'intérieur se trouvait un coffre en bois fermé. Ce que nous avons trouvé dans le coffre nous a obligés à reconsidérer l'ampleur de toute l'affaire, se souvient l'enquêteur Hoffman. Nous pensions avoir affaire à un enfant qui montre de la cruauté envers les animaux et intimide d'autres enfants. Le contenu du coffre a montré que tout était beaucoup plus grave. Dans le coffre, on a découvert la collection de Lucas, des trophées systématisés de chaque victime. Non seulement des colliers d'animaux et des objets personnels d'enfants, mais aussi des échantillons biologiques, des fragments de tissus séchés, des organes de petits animaux conservés dans du formol, des tubes à essai avec du sang. Chaque pièce était soigneusement étiquetée avec date et désignation codée. À l'intérieur du couvercle du coffre était collée une feuille de papier portant l'inscription « Exploration des limites de la peur, résultats intermédiaires ». Parmi les objets du coffre, la police a découvert un dictaphone avec des enregistrements d'entretien que Lucas avait menés avec ses victimes. Sur l'un des enregistrements, on peut entendre comment il interroge méthodiquement un garçon de 6 ans sur ses peurs, puis décrit comment il veut vérifier la réaction de son organisme à ses peurs et enregistre calmement les résultats. Les psychologues et psychiatres appelés sur l'affaire ont été confrontés à un cas rare et complexe. Nous voyons très rarement une telle combinaison de haute intelligence, d'absence totale d'empathie et de méthodologie à un si jeune âge, explique le docteur Heinrich Müller, chef de l'évaluation psychiatrique dans l'affaire Lucas. La plupart des enfants ayant des tendances similaires agissent impulsivement, ne cachent pas leur comportement, attirent rapidement l'attention des psychologues. Lucas, cependant, a créé un système bien pensé qui lui a permis d'agir inaperçu pendant plusieurs mois. Pendant ce temps, l'image de la double vie que menait Lucas se révélait progressivement. À l'école, il était un élève exemplaire, dans la famille, un fils obéissant. Il remplissait toutes les tâches ménagères, aidait à s'occuper de sa petite sœur et se consacrait régulièrement à la musique. Parallèlement, il planifiait et menait systématiquement ses expériences, enregistrait les résultats et perfectionnait ses méthodes. Le 2 juillet 2019, Lucas Schwartz a été admis dans un établissement spécialisé fermé pour mineurs souffrant de troubles mentaux graves. Lors du premier examen psychiatrique, les professionnels ont été impressionnés par ses capacités intellectuelles et l'absence totale de réaction émotionnelle à la situation. Lors des tests de QI, Lucas a obtenu un résultat de 158, ce qui correspond à la catégorie « surdoué », note le Dr Kramer dans son rapport. Son vocabulaire et ses capacités analytiques correspondent au niveau d'un adolescent de 16 à 17 ans. En même temps, il montre un manque total d'empathie, ne comprend pas pourquoi ses actions sont considérées comme inacceptables et considère ses victimes exclusivement comme des objets de recherche. Lors de séances ultérieures, Lucas a commencé à parler plus ouvertement de ses motivations. Ce qu'il a raconté a amené les psychiatres à reconsidérer de nombreuses conceptions sur la psychopathie infantile. Le 5 juillet 2019,
le docteur Eva Kramer a mené le premier entretien psychiatrique complet avec Lukas Schwarz. La séance a été enregistrée en vidéo pour une analyse ultérieure par un groupe de spécialistes. La transcription de cette conversation, publiée partiellement avec l'autorisation du tribunal, révèle une image troublante de la pensée du garçon. « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est si bouleversé », a dit Lucas au début de l'entretien. « J'étudiais simplement des réactions. À l'école, on nous dit que la science progresse par des expériences. Personne n'accuse les scientifiques quand ils utilisent des rats de laboratoire. J'étais très minutieux et j'ai tout documenté. N'est-ce pas ainsi qu'un vrai chercheur devrait travailler ? » Lorsque le docteur Kramer lui a demandé ses sentiments envers les personnes affectées, Lucas a répondu avec une confusion sincère. « Des sentiments ? Je n'avais pas de sentiments particuliers. C'étaient des objets de recherche. Quand vous examinez des bactéries sous un microscope, vous ne vous attachez pas émotionnellement à elles non plus, n'est-ce pas ? J'ai choisi des objets qui étaient disponibles et correspondaient aux paramètres. Je devais étudier comment la peur se manifeste chez différents sujets. Particulièrement troublant pour les psychiatres était que Lucas était pleinement conscient de l'illégalité de ses actions. Bien sûr que je savais qu'on ne doit pas faire de mal aux animaux ou aux personnes, a-t-il expliqué. C'est pourquoi j'étais prudent et ne laissais pas de traces. Je comprenais que les adultes n'approuveraient pas mes méthodes, mais parfois en science, il faut faire certains sacrifices pour la connaissance. J'ai lu des biographies de grands scientifiques. Beaucoup d'entre eux ont rencontré de l'incompréhension de la part de leurs contemporains. D'autres séances avec Lucas ont permis aux spécialistes de reconstituer la chronologie du développement de son trouble. Selon le garçon, il a commencé ses premières expériences à l'âge de 6 ans, lorsqu'il a découvert un nid d'oiseaux dans le grenier de la maison. Je voulais comprendre comment il fonctionne, s'est-il souvenu sans la moindre émotion. Au début, j'observais seulement. Puis j'ai été curieux de voir ce qui se passerait si les conditions changeaient. Les parents de Lucas, interrogés après ses aveux, se sont souvenus de plusieurs épisodes auxquels ils n'avaient pas accordé d'importance. Quand le garçon avait 7 ans, le hamster familial est mort dans des circonstances étranges. Lucas a expliqué que l'animal était tombé malade et les parents l'ont cru. La même année, le chat de la famille a soudainement commencé à éviter le garçon, alors qu'auparavant, il dormait dans sa chambre. Ces détails, insignifiants pris séparément, formaient une image troublante lorsqu'analysés rétrospectivement. La triade classique des signes de psychopathie infantile comprend souvent la cruauté envers les animaux, la pyromanie, fascination pour le feu, et l'énurésie, explique le docteur Heinrich Müller. Dans le cas de Lucas, nous voyons les 2 premiers éléments, mais avec une orientation inhabituelle. Il n'a pas montré de cruauté impulsive, mais plutôt une approche méthodique de recherche. Ces incendies n'étaient pas des actes chaotiques. Il étudiait les propriétés de combustion de différents matériaux et documentait les résultats. C'est une forme atypique et hautement fonctionnelle du trouble qui était difficile à reconnaître. Le 12 juillet 2019, les enquêteurs ont découvert une autre preuve inquiétante. Sur l'ordinateur de Lucas, ils ont trouvé un fichier crypté contenant une carte du district, où toutes les maisons avec des enfants de moins de 10 ans étaient redémarquées. À côté de chaque maison, il y avait des notes avec des données sur les enfants qui y vivaient, âge, routine quotidienne, présence d'animaux domestiques, quand les parents étaient à la maison. Les maisons où vivaient des enfants ayant des besoins spéciaux ou des problèmes psychologiques étaient examinées avec une attention particulière. C'était une base de données de victimes potentielles, explique l'enquêteur Hoffman. Certaines maisons étaient marquées comme prioritaires. Parmi elles se trouvait la maison de la famille Wagner, où vivait Sophia, la dernière victime. Selon les archives, Lucas prévoyait de poursuivre ses expériences au moins jusqu'à la fin de l'année. Un détail intéressant dans la méthodologie de Lucas était la façon dont il sélectionnait et préparait ses victimes. Selon ses journaux intimes et les témoignages des enfants affectés, il n'agissait jamais agressivement lors du premier contact.
Au contraire, il utilisait sa réputation de garçon intelligent et poli pour gagner la confiance. Il offrait de l'aide pour les devoirs, partageait des faits intéressants ou montrait des lieux secrets qu'il avait préparés à l'avance. Je choisissais ceux qui sont faciles à influencer, a expliqué Lucas lors d'une des séances. Certains enfants sont trop méfiants. Il est difficile de travailler avec eux. D'autres sont trop bavards. Ils pourraient pas le dire à leurs parents. L'objet idéal devrait être suffisamment naïf, mais capable de suivre des instructions. Je réalisais des tests préliminaires avant de passer à l'expérience principale. Les tests préliminaires dont parlait Lucas consistaient en de simples manipulations. Il demandait à la victime potentielle de garder un petit secret ou d'effectuer une action que les adultes interdiraient normalement. Si l'enfant acceptait, Lucas passait à l'étape suivante. Il l'invitait à l'un des lieux préparés et suggérait de participer à un jeu spécial ou une expérience scientifique. Dans le cas de Sophia Wagner, le plan était particulièrement élaboré. Selon les entrées dans le journal de Lucas, il s'est préparé pendant plus d'1 mois pour cette expérience. Il s'est lié d'amitié avec la fille, l'a régalée plusieurs fois avec des sucreries inoffensives pour gagner sa confiance. Peu à peu, il a découvert que ses parents la laissaient régulièrement seule dans le jardin pendant qu'il préparait le dîner. Il a étudié l'effet de différents sédatifs à base de plantes, en les testant d'abord sur de petits animaux pour déterminer le dosage. Ce qui s'est passé avec Sophia allait au-delà des expériences précédentes, note le docteur Kramer. Dans ses notes, Lucas décrit cela comme une transition vers un nouveau niveau de recherche. Il prévoyait des méthodes plus invasives, ce qui indique une escalade de son comportement. S'il n'avait pas été arrêté, les conséquences auraient pu être tragiques. Pendant ce temps, les médecins qui examinaient Lucas étaient confrontés à une énigme médicale. L'IRM du cerveau du garçon a montré plusieurs anomalies dans le développement du système limbique, responsable des réactions émotionnelles, et du cortex préfrontal, associé au contrôle des impulsions et à la prise de décision. Cependant, ces écarts ne correspondaient pas à l'image typique des troubles mentaux connus. Nous observons une combinaison paradoxale d'hypoactivité dans les centres émotionnels du cerveau et d'hyperactivité dans les zones responsables de la pensée analytique, explique la neuropsychologue Dr Gabriela Richter. Cela pourrait expliquer partiellement son intelligence exceptionnelle avec une absence totale d'empathie. Mais ce qui a causé un tel développement, prédisposition génétique, influence environnementale ou une combinaison des deux, nous ne pouvons pas le dire avec certitude. L'analyse génétique n'a révélé aucune mutation connue liée à des tendances psychopathiques. L'histoire familiale n'a pas non plus fourni d'indices. Aucun parent de Lucas n'avait de troubles mentaux ou de comportements criminels documentés. Les enseignants et les éducateurs qui ont travaillé avec le garçon dans sa petite enfance n'ont remarqué aucun signe inquiétant, à l'exception d'une intelligence inhabituellement développée et d'une certaine distance. Le cas de Lucas Schwartz nous pose des questions complexes sur la nature de la psychopathie infantile, dit le docteur Müller. La plupart des enfants ayant des tendances similaires montrent des signes évidents de troubles dès leur jeune âge. Agression, impulsivité, problèmes de discipline. Lucas, au contraire, a montré des qualités opposées: autocontrôle, patience, capacité à suivre les règles. Cela a masqué sa condition et l'a rendu invisible aux méthodes traditionnelles de diagnostic. Fin juillet 2019, l'enquête a révélé un autre aspect inquiétant de l'affaire. L'analyse de l'activité Internet de Lucas a montré que le garçon étudiait soigneusement les histoires de criminels connus, les méthodes médico-légales et les profils psychologiques de personnes souffrant de troubles de la personnalité antisociale. Il utilisait des navigateurs anonymes et effaçait l'historique de recherche, mais les experts techniques ont pu reconstituer sa trace numérique. Il n'agissait pas seulement par impulsion interne, explique l'analyste informatique de la police de Munich, Stefan Wolf. Il apprenait, adaptait ses méthodes, analysait les erreurs de criminels connus. Dans ses favoris se trouvaient des articles scientifiques sur la médecine légale, la psychologie et la criminalistique, qui dépassaient significativement le niveau de compréhension d'un adulte moyen et encore moins d'un enfant.
L'une des Dudsets découvertes les plus inquiétantes était un document intitulé « Plan de recherche prospective pour 2019 à 2021 ». Dans celui-ci, Lucas décrivait méthodiquement comment il voulait développer ses expériences, augmentant progressivement leur complexité et leur durée. Les derniers points du plan incluaient l'étude des effets psychologiques à long terme et des limites de l'endurance physique. Le 25 juillet 2019, une audience judiciaire à huis clos a eu lieu dans l'affaire Lucas Schwartz. Compte tenu de l'âge de l'accusé, il a été décidé de le placer dans un établissement médical fermé spécialisé pour mineurs souffrant de troubles mentaux graves. Le tribunal a décidé que Lucas devrait rester sous observation constante de psychiatres, au moins jusqu'à sa majorité, avec une réévaluation ultérieure de son état. Le cas de Lucas Schwartz a déclenché un tumulte social sans précédent en Allemagne. Le 2 août 2019, après la publication partielle des dossiers de l'affaire dans la presse, une assemblée d'urgence des résidents a eu lieu à Waldstadt. Plus de 300 personnes se sont réunies dans l'auditorium de l'école locale pour exiger des explications aux autorités sur la façon dont une telle chose a pu passer inaperçue pendant plusieurs mois. L'atmosphère lors de la réunion était tendue, se souvient Michael Gruber, journaliste du Münchner Nachrichten. Les parents étaient à la fois en colère et effrayés. Beaucoup criaient que la police était restée inactive. D'autres accusaient l'école de négligence. Mais ce qui a le plus choqué les gens, c'est que Lucas, issu d'une famille aisée, ait pu commettre de tels actes sans qu'il ne se doute de rien. Lors de la réunion, Klaus Hoffmann, l'enquêteur principal de l'affaire, a pris la parole. Il a expliqué que le cas de Lucas représente une forme extrêmement rare de trouble de la personnalité, aggravée par une intelligence exceptionnelle. Nous sommes habitués à associer les enfants problématiques à des signes visibles. Agression, mauvais résultats scolaires, conflit avec les pairs, a-t-il dit. Lucas n'a montré aucun de ces signes. Au contraire, son comportement irréprochable et ses performances académiques ont créé un camouflage parfait. L'impact psychologique sur les victimes de Lucas s'est avéré grave et durable. À la mi-août 2019, 6 enfants avec lesquels Lucas avait interagi étaient en thérapie intensive. Sophia Wagner, la dernière victime, refusait de quitter la maison et de dormir seule. Elle a développé une forte phobie des médicaments et de toutes les boissons offertes par des adultes, même ses propres parents. Les enfants affectés par Lucas ont subi non seulement des traumatismes physiques, mais aussi une profonde rupture de la confiance fondamentale, explique la psychologue pour enfants Annika Bauer, qui travaillait avec les victimes. Ce qui est particulièrement traumatisant pour eux, c'est le fait que le danger provenait d'un père. Cela détruit leur conception d'un monde sûr et leur confiance dans leur environnement. La situation était particulièrement difficile pour Anna Schwartz, 4 ans, la petite sœur de Lucas. Après l'arrestation de son frère, elle a été temporairement placée sous la garde des services sociaux pendant que la capacité des parents à assurer sa sécurité était évaluée. Bien qu'aucune preuve de l'implication des parents dans les actions de leur fils n'ait été trouvée, les autorités craignaient que Anna ne soit devenue l'objet des expériences de son frère. Lors de l'examen approfondi de Anna, nous n'avons trouvé aucun signe d'abus physique ou psychologique, a rapporté la docteure Maria Weber, psychiatre pour enfants du service social. Cependant, dans ses dessins et ses jeux apparaissent des éléments troublants. Elle représente un jeu secret qu'elle aurait joué avec son frère, où il faut être très silencieux et ne pas le dire à maman et papa. Le 6 août, les enquêteurs ont découvert dans les fichiers cryptés de Lucas un dossier séparé intitulé « Projet H », l'initiale du prénom de sa sœur. Il contenait des notes sur les observations du comportement de la fillette et des plans pour une introduction progressive à l'expérience. Selon ces notes, Lucas considérait sa sœur comme un objet de recherche idéal à long terme en raison de l'accès constant et de la possibilité d'observer les changements au fil du temps. Quand j'ai demandé à Lucas à propos de sa relation avec sa sœur, sa réponse était caractéristiquement distante, se souvient le docteur Kramer. Il a dit « Anna est intéressante d'un point de vue de psychologie du développement.
Je peux observer comment ses peurs se forment et comment elle réagit à divers stimuli. Mes parents pensaient que je l'aidais à apprendre, mais en réalité, je menais des tests de base sur ses fonctions cognitives et ses réactions émotionnelles. Les parents de Luca, Marcus et Helga Schwartz ont été confrontés à une énorme pression sociale. Après la publication des détails de l'affaire dans la presse, ils ont reçu des menaces. Des inconnus ont brisé les vitres de leur maison et des graffitis insultants sont apparus sur les murs. La famille a dû déménager temporairement chez des parents dans une autre ville. Nous ne pouvons toujours pas comprendre ce qui s'est passé, a déclaré Marcus Schwartz dans une rare interview. Comment avons-nous pu vivre sous le même toit que Luca et ne pas remarquer ce qui se passait? Tout ce que nous voyions était un garçon intelligent, poli, qui réussissait bien à l'école et aidait avec sa sœur. Nous nous demandons chaque jour, qu'avons-nous fait de mal? Aurait-on pu l'éviter? Les psychologues et psychiatres qui analysent le cas ont des opinions partagées sur le rôle des parents. Certains experts ont souligné d'éventuelles défaillances éducatives, concentration excessive sur les performances académiques, attention insuffisante au développement émotionnel. D'autres professionnels ont souligné que les parents étaient bonnes victimes d'un trouble mental exceptionnellement rare chez leur fils, qu'ils cachaient magistralement. Il est important de comprendre que la détection des tendances psychopathiques chez les enfants est extrêmement difficile même pour les professionnels, commente le docteur Muller. Les signes traditionnels, violation des règles, problèmes de performance, agression visible, étaient absents chez Luca. Au contraire, son respect parfait des normes sociales faisait partie de son camouflage. Pour une personne non préparée, même un parent aimant, il est pratiquement impossible de remarquer des déviations si soigneusement cachées. Le 15 août 2019, le ministère fédéral de la Santé a mis en place un comité spécial pour développer de nouveaux protocoles d'identification de tels cas. D'éminents psychiatres, psychologues et criminalistes ont été appelés à analyser le cas de Luca Schwartz et à développer des méthodes plus efficaces de détection précoce. Ce cas nous oblige à repenser de nombreuses notions établies, a expliqué la docteure Elisabeth Steiner, directrice de la commission. Nous avons trop longtemps associé les troubles de la personnalité chez les enfants à un mauvais comportement et à un faible autocontrôle. Le cas de Lucas montre qu'une forme hautement fonctionnelle de ce trouble peut se manifester de manière complètement différente, par un contrôle excessif, une méthodologie et une manipulation. Pendant ce temps, les spécialistes travaillant avec Luca dans l'établissement fermé ont remarqué des particularités troublantes dans son adaptation. Au lieu de la réaction typique de protestation ou de dépression caractéristique des enfants dans une telle situation, le garçon a montré un intérêt clinique pour sa propre situation. Il considère sa détention comme une nouvelle phase de recherche, note le psychiatre Dr Thomas Schneider dans son rapport. Il tient des registres détaillés sur le fonctionnement de l'établissement, le personnel et les autres patients. Il pose des questions sur son diagnostic, non pas du point de vue d'un patient, mais comme s'il étudiait un problème scientifique. Il s'intéresse particulièrement aux limitations légales concernant les mineurs atteints de troubles mentaux. Son cerveau ne traite pas les informations sur la souffrance d'autres êtres comme un signal émotionnel, mais comme des données abstraites, explique le neurobiologiste Dr. Marcus Heinz. Dans la partie de l'expérience où les enfants normaux ressentent un fort malaise émotionnel, le cerveau de Luca a montré des schémas d'activité caractéristiques de la résolution de problèmes mathématiques complexes. Il analyse la souffrance intellectuellement, sans composante émotionnelle. En mars 2020, après plusieurs mois de thérapie intensive, les psychiatres ont remarqué de petits changements dans le comportement de Luca. Il a commencé à montrer des signes de coopération, à accepter les évaluations de son état et à exprimer sa volonté de travailler sur lui-même. Cependant, les spécialistes expérimentés sont restés sceptiques. Nous voyons un exemple classique de ce qu'on appelle en psychiatrie le mimétisme thérapeutique, explique le docteur Muller.
Un patient aux traits psychopathiques apprend rapidement à dire ce que les médecins veulent entendre, à imiter les progrès. Lucas ne fait pas qu'imiter. Il étudie la structure même de la thérapie, détermine les critères selon lesquels les améliorations sont évaluées et démontre méthodiquement un comportement qui correspond à ces critères. Cette évaluation a été confirmée par un incident en avril 2020. Lors d'une thérapie de groupe, où Lucas a été autorisé pour la première fois depuis longtemps à avoir une interaction limitée avec d'autres patients, il a montré des capacités exceptionnelles de manipulation. En une seule séance, il a réussi à convaincre 2 autres enfants de lui remettre des objets personnels, de révéler des informations confidentielles et d'accepter une certaine expérience le lendemain. Le thérapeute a interrompu la séance lorsqu'il a remarqué cette dynamique. Sa capacité à influencer les autres, même dans un environnement contrôlé sous l'observation de professionnels, est tout simplement étonnante, note la psychothérapeute Carla Meyer. Il identifie les faiblesses sans erreur, choisit précisément les mots et les gestes, et établit des relations de confiance dans un temps très court. Ce sont des capacités de manipulation exceptionnelles, surtout compte tenu de son âge. En juin 2020, les parents de Lucas ont pris une décision difficile. Après de nombreuses consultations avec des juristes et des psychologues, ils ont officiellement renoncé à leurs droits parentaux. Cette décision a permis à Anna, la petite sœur, de changer complètement d'identité et de commencer une nouvelle vie sous protection de l'État, sans lien avec l'histoire de son frère. C'était leur dernier acte pour protéger leur fille, commente l'avocat de la famille Michael Bauer. Ils ont reconnu que Lucas ne changerait jamais et que son obsession pour sa sœur pourrait représenter un danger même depuis les murs de l'institution. En renonçant à leurs droits parentaux sur les 2 enfants, ils ont permis à Hannah d'obtenir une nouvelle identité inaccessible à son frère. À la fin de 2020, les habitants de Waldstadt sont progressivement revenus à une vie normale. La maison de la famille Schwartz a été vendue, les nouveaux propriétaires l'ont complètement reconstruite, éliminant tous les souvenirs des anciens résidents. Le conseil de district a alloué des fonds pour la rénovation des aires de jeu et l'installation de caméras de surveillance supplémentaires. Un programme de dépistage psychologique a été introduit à l'école pour tous les élèves. Nous essayons d'aller de l'avant, mais cette affaire a changé notre communauté pour toujours, dit le président du conseil de district, Hans Weber. Les parents sont devenus plus vigilants. Les enfants jouent moins sans surveillance. Une conscience inconfortable est apparue que parfois le danger peut sembler totalement inoffensif, comme un garçon ordinaire de la maison voisine. Pendant ce temps, l'équipe de psychiatres a continué à travailler avec Lucas, adaptant progressivement les méthodes thérapeutiques à son cas unique. À l'été 2021, 2 ans après son arrestation, les rapports médicaux montraient des progrès extrêmement limités. Lucas avait appris le langage de la thérapie, pouvait dire les bonnes choses, mais les tests objectifs ne montraient aucun changement réel dans sa sphère émotionnelle. En août 2021, l'administration de l'établissement a découvert que Lucas avait d'une manière ou d'une autre obtenu accès à des publications scientifiques sur son propre cas. Dans sa chambre, on a trouvé des extraits de revues médicales analysant les particularités de son état mental. Dans les marges de ces textes, il avait fait des notes méthodiques et corrigé des inexactitudes dans la description de ses méthodes émotives. Ce fut un tournant, estime le docteur Schneider. Nous avons compris qu'il considère toute la situation comme une sorte de compétition académique. Il nous étudie avec le même intérêt clinique que celui avec lequel nous l'étudions. Dans l'une de ses notes, il se réfère à lui-même comme un chercheur incompris et à nous comme des observateurs limités incapables d'évaluer l'ampleur de l'expérience. En septembre 2021, une évaluation psychiatrique a présenté au tribunal un pronostic à long terme de l'état de Lucas Schwartz. Le document indiquait que le patient présente des traits psychopathiques stables résistants à la thérapie. Une préoccupation particulière était le fait que ses capacités de manipulation et de camouflage n'ont fait que se perfectionner avec l'âge. Le pronostic dans ce cas est extrêmement défavorable, conclut le docteur Kramer. Nous avons affaire à une combinaison de facteurs qui crée une tempête parfaite. Psychopathie innée, intelligence exceptionnelle,
absence de mécanismes neurobiologiques d'empathie, fixation précoce sur la violence comme forme de recherche. À cela s'ajoute sa capacité de planification à long terme et de camouflage, qui ne fait que s'améliorer. Il apprend de ses erreurs et analyse les méthodes de sa découverte pour les éviter à l'avenir. Le 30 octobre 2021, le tribunal a décidé de prolonger le placement de Lucas Schwartz dans un établissement fermé pour une durée indéterminée, avec une réévaluation annuelle de son état. Un point particulier de la décision stipulait qu'à l'atteinte de ses 18 ans, une nouvelle évaluation complète serait réalisée pour décider de son transfert dans un établissement pour adultes avec un régime de sécurité approprié. Actuellement, Lucas Schwartz reste dans un établissement fermé spécialisé. Il a 12 ans. Selon les derniers rapports du personnel, il passe la majeure partie de son temps à lire de la littérature scientifique qui lui est fournie en format limité. Il montre un intérêt particulier pour la neurobiologie, la psychologie et la criminalistique. Son comportement est exemplaire. Il suit toutes les règles et maintient des relations polies mais distantes avec le personnel. En décembre 2021, lors d'une inspection de routine de sa chambre, une feuille de papier soigneusement cachée a été découverte. Elle contenait, écrite de la main de Lucas, une liste de dates commençant en janvier 2028, le moment où il aura 18 ans. Suivaient des points numérotés sous le titre « Phase 2 ». Le contenu de ces points reste secret et n'est pas divulgué même dans les documents officiels de l'affaire. Ce n'est pas simplement une liste de plans d'un adolescent qui rêve de liberté, commente l'enquêteur Hoffman, qui a vu le document. Les détails et la méthodologie donnent de sérieuses raisons de croire que l'histoire de Lucas Schwartz n'est pas encore terminée. Il n'attend pas seulement sa majorité, il se prépare activement pour quelque chose qu'il appelle « phase 2 ». Le 16 janvier 2022, le docteur Schneider a noté dans son rapport l'évaluation finale. Après 2 ans et demi de travail intensif avec le patient, je conclus que nous avons affaire à un nouveau type, jusqu'ici non classifié, de personnalité psychopathique. Les méthodes traditionnelles de thérapie ne montrent aucune efficacité. La seule stratégie réaliste est l'isolement et le contrôle à long terme. Il faut comprendre que le patient étudie activement le système dans lequel il se trouve, identifie ses faiblesses et développe probablement des plans à long terme. Son âge chronologique ne doit pas induire en erreur, intellectuellement et en termes de capacité manipulatoire. Il fonctionne au niveau d'un adulte hautement développé. Les professionnels continuent d'étudier ce cas sans précédent dans l'espoir de développer des méthodes efficaces de thérapie et de prévention. Cependant, jusqu'à présent, tout indique que Lucas Schwartz représente un phénomène unique, une tempête parfaite de facteurs génétiques, neurobiologiques et psychologiques qui ont créé ce qu'un chercheur a décrit comme la psychopathie à l'état. Pour les victimes de Lucas et leurs familles, la vie continue, mais les conséquences de ces actions se font sentir jusqu'à aujourd'hui. La plupart des enfants affectés continuent de consulter des psychologues. Beaucoup présentent des symptômes de troubles de stress post-traumatiques. Sophia Wagner, qui a failli devenir sa dernière victime, a déménagé dans une autre ville avec ses parents et a changé d'école. Et dans l'ancienne cave de la maison abandonnée à la périphérie de Waldstadt où tout a commencé, la police effectue des vérifications régulières. Bien que la pièce soit scellée et inaccessible aux personnes non autorisées, des traces d'intrus sont découvertes tous les quelques mois. Quelqu'un s'y rend pour voir l'endroit où un jeune homme a commencé ses expériences qui ont transformé une banlieue tranquille en un lieu de traumatisme collectif.